Bonjour, bonsoir, c'est Shriver pour la 4e partie de cette lecture du cauchemar d'Innsmouth. Je ne saurais décrire l'état d'esprit dans lequel me laissa cet épisode atroce, à la fois fou et navrant, grotesque et terrifiant. Le garçon épicier m'y avait préparé, mais la réalité ne m'en avait pas moins jeté dans le trouble et la confusion. Malgré la puérilité de l'histoire, le sérieux et l'horreur insensée du vieux Zadok m'avaient communiqué une inquiétude grandissante, qui s'ajoutait à ma répulsion première pour la ville et l'ombre de son insaisissable fléau. Plus tard, je pourrai analyser le récit et en tirer les éléments de base d'une allégorie historique. Pour l'instant, je ne demandais qu'à l'oublier. Il était dangereusement tard, ma montre indiquait 7h15, et l'autobus pour Arkham quittait Town Square à 8h. Et je m'efforçais de ramener mes pensées à un souci aussi neutre et pratique que possible, tout en parcourant vivement les rues désertes de toits béants et de maisons chancelantes, pour rejoindre l'hôtel où j'avais laissé ma valise et où je trouverais mon bus. Malgré la lumière dorée de fin d'après-midi, qui donnait aux vieux toits et aux cheminées délabrées un air de paix et un charme mystérieux, je ne pouvais m'empêcher de jeter parfois un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je serais vraiment ravi de quitter cette Innsmouth malodorante où régnait la terreur, et j'aurais bien voulu qu'il existe quelque autre véhicule que celui du sinistre Sargent. Pourtant, je n'accélérais pas trop l'allure, car il se trouvait à tous ces coins de rue silencieux des détails architecturaux dignes d'attention, et je pouvais aisément, d'après mes calculs, faire le trajet en une demi-heure. En étudiant la carte du jeune homme de l'épicerie, à la recherche d'un itinéraire que je n'aurais pas encore suivi, je choisis Marsh Street au lieu de State Street pour gagner la Grand Place. Au coin de Fall Street, je commençais à voir, çà et là, des groupes de chuchoteurs furtifs. Et en arrivant enfin sur la place, je constatais que presque tous les flâneurs étaient rassemblés devant la porte de la maison Gilman. J'eus l'impression que beaucoup d'yeux saillants, humides, immobiles, me regardaient curieusement quand je demandais ma valise dans le hall. Et j'espérais qu'aucun de ces êtres déplaisants ne partagerait la voiture avec moi. L'autobus, plutôt en avance, arriva à grand bruit avec 3 passagers, un peu avant 8h. Et un individu à la mine patibulaire adressa sur le trottoir quelques mots inintelligibles au conducteur. Sargent jeta dehors un sac postal et un paquet de journaux, puis entra dans l'hôtel, tandis que les voyageurs, les mêmes que j'avais vus arriver à Newburyport ce matin-là, gagnaient le trottoir d'un pas traînant et échangeaient quelques vagues paroles gutturales avec un badaud, dans une langue dont j'aurais juré que ce n'était pas de l'anglais. Je montai dans la voiture vide et pris la même place que j'avais occupée précédemment. Mais à peine étais-je installé que Sargent reparut et se mit à marmonner d'une voix de gorge particulièrement répugnante. Apparemment, je n'avais vraiment pas de chance. Quelque chose s'était détraqué dans le moteur, bien qu'il ait très bien marché depuis Newburyport, et l'autobus ne pourrait pas continuer jusqu'à Arkham. Non, on ne pouvait pas le réparer cette nuit, et il n'y avait pas d'autre moyen de transport à partir d'Innsmouth, pour Arkham ni ailleurs. Sargent était désolé, mais je serais obligé de coucher au Gilman. On me ferait certainement un prix à la réception, mais il n'y avait pas d'autre solution. Quasi stupéfait de cet obstacle imprévu, et redoutant vivement la tombée de la nuit dans cette ville pourrissante à peine éclairée, je quittai l'autobus et rentrai dans le hall de l'hôtel, où le gardien de nuit, à l'air maussade et louche, me proposa la chambre 428, à l'avant-dernier étage. Grande, mais sans eau courante, pour $1. Malgré ce que j'avais entendu dire de cet hôtel à Newburyport, je signai le registre, donnai mon dollar, laissai l'employé prendre ma valise et suivis ce serviteur revêche et solitaire pour monter 3 étages de marches grinçantes, en dépassant des couloirs poussiéreux qui semblaient entièrement déserts. Ma chambre, une pièce sombre à l'arrière de l'hôtel, avec 2 fenêtres et maigrement pourvue de meubles bon marché, donnait sur une cour lugubre, cernée encore par des bâtiments de briques, bas et apparemment abandonnés, et dominait un panorama de toits vétustes qui s'étendait vers l'ouest, en deçà d'une campagne marécageuse. Au bout du couloir se trouvait une salle de bain, décourageante relique avec son antique cuvette de marbre, un tub en fer blanc, une ampoule électrique très faible et des boiseries moisies autour des tuyauteries.
Comme il faisait encore jour, je descendis sur la place pour tâcher de trouver à dîner, et je remarquai alors les coups d'œil bizarres que me jetaient les flâneurs douteux. L'épicerie étant fermée, je dus me rabattre sur le restaurant que j'avais d'abord évité. Il était tenu par un homme voûté, à la tête étroite, aux yeux immobiles et sans expression, et une fille au nez plat et aux mains incroyablement épaisses et maladroites. On ne servait qu'au comptoir, et je fus soulagé en m'apercevant que presque tout venait manifestement de boîtes de conserve et de sachets. Je me contentai d'un bol de soupe aux légumes avec des crackers, et regagnai bientôt ma triste chambre au Gilman, où je pris un journal du soir et un magazine criblé de chiures de mouches auprès de l'employé revêche qui tenait un étalage branlant à côté de son bureau. Quand le crépuscule s'assombrit, j'allumai la faible ampoule électrique au-dessus du modeste lit de fer, pour essayer, autant que possible, de continuer la lecture que j'avais commencée. Je jugeais opportun d'occuper sainement mon esprit, plutôt que de le laisser ressasser les monstruosités de cette vieille ville en proie à la dégradation, tant que j'étais encore dans ses murs. L'histoire folle que m'avait racontée le vieil ivrogne ne me promettait pas de rêve très agréable, et je sentais qu'il me fallait écarter le plus possible de mon imagination le souvenir de ses yeux larmoyants et hagards. Je ne devais pas non plus m'appesantir sur ce que l'inspecteur du travail avait dit à l'employé de la gare de Newburyport au sujet de l'hôtel Gilman et des voix de ses occupants nocturnes, ni là-dessus, ni sur le visage sous la tiare dans l'entrée obscure de l'église. Ce visage, dont ma pensée consciente ne pouvait expliquer l'horreur. Peut-être aurait-il été plus facile de détourner mes réflexions de ces sujets troublants si la chambre n'avait pas autant empesté le moisi. Cette odeur atroce, hideusement mêlée à celle du poisson qui régnait dans la ville, ramenait sans cesse l'imagination à la décomposition et à la mort. Ce qui m'inquiétait aussi, c'était l'absence de verrou à la porte de ma chambre. Il y en avait eu un, comme le prouvaient clairement les traces, mais on l'avait enlevé récemment. Sans doute était-il devenu inutilisable, comme tant d'autres choses dans ce bâtiment délabré. Dans ma nervosité, je me mis à chercher, et je découvris sur la penderie un verrou visiblement de la même taille, à en juger par les traces, que celui de la porte. Pour détendre un peu l'atmosphère lourde, je m'occupais de le fixer sur l'emplacement vide, à l'aide d'un petit nécessaire de 3 pièces, dont un tournevis, que je portais sur mon trousseau de clés. Il s'adaptait parfaitement, et je fus assez soulagé de savoir que je pourrais le fermer avant de me coucher. Je ne croyais pas en avoir réellement besoin, mais le moindre symbole de sécurité était le bienvenu dans un pareil endroit. Il y avait aussi des verrous aux portes de communication des chambres voisines, et je les poussais aussitôt. Je ne me déshabillais pas, décidé à lire jusqu'au moment de m'endormir. Je m'allongerais alors, après avoir seulement ôté mon veston, mon faux col et mes chaussures. Tirant une lampe de ma valise, je la mis dans ma poche pour pouvoir consulter ma montre si je m'éveillais plus tard dans la nuit. Cependant, le sommeil ne vint pas, et quand j'analysais mes pensées, je m'aperçus, non sans inquiétude, que je prêtais l'oreille inconsciemment à quelque chose que je redoutais, sans pouvoir le définir. L'histoire de l'inspecteur avait marqué mon imagination plus profondément que je ne le croyais. J'essayai à nouveau de lire, mais je dus reconnaître que je n'avançais pas. Au bout d'un certain temps, je crus entendre craquer l'escalier et les couloirs, comme sous des pas, et je supposais que les autres chambres commençaient à se remplir. Pourtant, il n'y avait pas de bruit de voix, et je fus frappé du caractère furtif de ces craquements. Cela me déplut, et je me demandais si je ne ferais pas mieux de ne pas dormir du tout. Cette ville abritait des gens bizarres, et l'on avait incontestablement noté plusieurs disparitions. Était-ce là une de ces auberges où l'on tuait les voyageurs pour voler leur argent ? Je n'avais sûrement pas l'air très fortuné. Ou bien, les habitants avaient-ils tant de haine pour les visiteurs curieux ? Mon intérêt évident de touriste, la fréquente consultation de la carte, avait-il fait mauvaise impression ? Dans quel état nerveux étais-je donc pour échafauder ainsi des hypothèses sur quelques craquements fortuits ? Mais je n'en regrettais pas moins d'être sans armes. Finalement, éprouvant une fatigue qui n'annonçait pas le sommeil,
Je tirai le verrou réinstallé sur la porte du couloir, éteignis la lumière et me jetai sur le lit dur et défoncé, gardant veston, col, chaussures et tout. Dans le noir, le moindre bruit nocturne prenait de l'importance, et un flot de pensées doublement désagréables m'envahit. Je regrettais d'avoir éteint la lumière, mais j'étais trop las pour me lever et aller la rallumer. Alors, après un long et lugubre intervalle, et le prélude de nouveaux craquements dans l'escalier et le couloir, vint ce bruit léger, terriblement reconnaissable, qui semblait la funeste justification de toutes mes frayeurs. À n'en pas douter, on essayait une clé, prudemment, furtivement, non sans hésitation, dans la serrure de ma porte. Mes sensations, en identifiant ce signe d'un danger réel, furent peut-être moins violentes à cause des craintes vagues qui les avaient précédées. Bien que sans motif précis, je m'étais instinctivement tenu sur mes gardes, ce qui allait m'aider dans la nouvelle épreuve véritable, quelle qu'elle puisse être. Néanmoins, ce progrès de la menace, d'abord vague prémonition, puis réalité concrète, m'impressionna profondément, et je le ressentis comme un choc violent. Il ne me vint pas à l'idée que ce tâtonnement pouvait être une simple erreur. N'envisageant qu'une intention malveillante, je gardai un silence de mort, en attendant ce qu'allait faire l'intrus supposé. Un moment plus tard, le cliquetis furtif cessa, et j'entendis qu'on pénétrait avec un passe-partout dans la chambre au nord de la mienne. Puis, on essaya doucement la serrure de la porte qui donnait dans ma chambre. Le verrou résista, naturellement, et le plancher grinça quand le rôdeur quitta la pièce. Au bout d'un instant, un autre bruit discret m'apprit qu'on entrait dans la chambre au sud de la mienne, puis nouveau tâtonnement sur le verrou de la porte de communication, et nouveau grincement d'un pas qui bat en retraite. Cette fois, il s'éloigna dans le couloir, descendit l'escalier, et je compris que le rôdeur, ayant constaté le verrouillage de mes portes, renonçait à sa tentative pour un temps plus ou moins long, comme on le verrait plus tard. La promptitude avec laquelle j'établis un plan d'action prouve que j'avais dû inconsciemment craindre quelques menaces et envisager depuis des heures les divers moyens d'y échapper. Dès l'abord, je sentis que le tâtonnement invisible représentait un danger qu'il ne fallait ni affronter ni discuter, mais fuir le plus rapidement possible. La seule chose à faire était de quitter cet hôtel vivant, en toute hâte et par une autre issue que l'escalier et le hall d'entrée. M'étant levé sans bruit et dirigeant la lumière de ma lampe sur l'interrupteur, j'essayais d'allumer l'ampoule au-dessus du lit pour choisir quelques affaires à mettre dans mes poches avant de fuir sans valise. Mais rien ne se passa. On avait donc coupé le courant. De toute évidence, un mouvement malfaisant et secret se préparait sur une grande échelle, laquelle au juste je n'aurais su le dire. Tandis que je réfléchissais, la main sur l'interrupteur inutile, je perçus un craquement étouffé à l'étage au-dessous et crus distinguer le bruit d'une conversation. Un instant plus tard, j'étais moins sûr que ces sons graves fussent des voix, car ces aboiements rauques et ces coassements à peine articulés ressemblait bien peu à un langage humain connu. Je songeais alors plus que jamais à ce que l'inspecteur du travail avait entendu la nuit dans cette maison moisie et pestilentielle. Après avoir rempli mes poches à la lumière de ma lampe, je mis mon chapeau et me dirigeai sur la pointe des pieds vers les fenêtres pour examiner les moyens de descendre. En dépit des règlements en vigueur, il n'y avait pas d'échelle d'incendie de ce côté de l'hôtel, et je découvris que mes fenêtres ne donnaient que sur un à-pic de 3 étages jusqu'à la cour pavée. À droite et à gauche, cependant, d'anciens bâtiments industriels en briques étaient contigus à l'hôtel. Leur toit en pente montait à une distance raisonnable qui permettait d'y sauter de mon 4e étage. Pour atteindre l'un ou l'autre, il me faudrait être dans une chambre à 2 portes de la mienne, soit au nord, soit au sud selon le cas. Et je me mis aussitôt à calculer les chances que j'avais d'effectuer ce transfert. Je ne pouvais me risquer à sortir dans le couloir,
on y entendrait sûrement le bruit de mes pas, et les difficultés pour entrer dans la chambre voulue seraient insurmontables. Je devrais passer, pour réaliser mon projet, par les portes de communication, de structure plus légère. Il faudrait en forcer les serrures et les verrous, en me servant de mon épaule comme d'un bélier, à chaque fois qu'il serait fermé de l'intérieur. Ce qui me paraissait possible, étant donné l'état de délabrement de l'hôtel et de ses installations. Je devais compter uniquement sur ma rapidité, et sur la chance d'atteindre une fenêtre avant que les forces hostiles n'aient le temps de s'organiser pour ouvrir la bonne porte avec un passe-partout. Je barricadai ma porte sur le couloir avec la commode, que je poussais petit à petit pour faire le minimum de bruit. Je me rendais bien compte que mes chances étaient très minces, et j'étais prêt à un désastre. Même si j'atteignais un toit voisin, le problème ne serait pas résolu, car il resterait à gagner le sol et à m'échapper de la ville. Le seul élément favorable était l'état d'abandon et de ruine des bâtiments contigus, et les nombreuses lucarnes obscures ouvertes sur chacun. Ayant constaté sur le plan du garçon épicier qu'il valait mieux sortir de la ville par le sud, j'examinai d'abord la porte au sud de la chambre. Elle s'ouvrait dans ma direction, et je vis, après avoir tiré sur le verrou et trouvé en place d'autres fermetures, qu'elle serait trop difficile à forcer. Je renonçai donc à cette issue et poussai le lit tout contre pour prévenir toute attaque éventuelle venant de la chambre voisine. La porte nord s'ouvrait vers l'extérieur, et bien que je l'ai trouvée fermée à clé ou au verrou de l'autre côté, c'était par elle que je devais passer. Si j'arrivais à sauter sur les toits des bâtiments de Payne Street et à descendre à terre sans encombre, je pourrais peut-être filer par la cour et les maisons voisines, ou celles d'en face jusqu'à Washington ou Bates Street, à moins de sortir dans Payne Street et de tourner vers le sud pour retrouver Washington Street. De toute façon, mon but était de gagner Washington Street et de m'éloigner le plus vite possible des parages de la Grand Place. J'aurais préféré éviter Payne Street à cause de la caserne des pompiers qui restait peut-être ouverte toute la nuit. En pensant à tout cela, je regardais au-dessous de moi la misérable mer de toits pourrissants, éclairée maintenant par les rayons d'une lune encore presque pleine. À droite, la noire entaille de la gorge où coulait la rivière divisait le paysage. Les usines et la gare abandonnée s'y accrochaient de part et d'autre comme des bernacles. Au-delà, les rails rouillés et la route de Rowley traversaient une étendue marécageuse, semée d'îlots de terrain plus haut et sec, couverts de broussailles. À gauche, dans la campagne plus proche, parcourue de cours d'eau, l'étroite route d'Ipswich luisait, blanche sous la lune. De ce côté de l'hôtel, je ne pouvais pas voir la route du sud, en direction d'Arkham, que j'avais décidé de prendre. Je me demandais, hésitant, si je devais attaquer la porte du sud, et comment le faire sans être entendu, lorsque je remarquai que les vagues bruits d'en dessous avaient fait place à de nouveaux grincements de marche plus marqués. Une lueur vacillante apparut à travers mon imposte, et le plancher du couloir gémit sous un pas pesant. Des sons étouffés, peut-être des voix, se rapprochèrent. Et enfin, on frappa vigoureusement à ma porte. D'abord, je retins seulement mon souffle et j'attendis. J'eus l'impression qu'il s'écoulait des éternités, et l'écœurante odeur de poisson des alentours s'aggrava soudain, de façon alarmante. Puis on frappa de nouveau, sans arrêt et avec une insistance grandissante. Comprenant qu'il était temps d'agir, je tirai le verrou de la porte nord, rassemblant mes forces pour l'enfoncer. À l'extérieur, les coups redoublaient, et j'espérais qu'il couvrirait le bruit de mes efforts. Passant enfin à l'attaque, je me jetai à plusieurs reprises sur le mince panneau, l'épaule gauche en avant, sans souci des chocs ou de la douleur. La porte résista plus que je ne m'y attendais, mais je ne renonçai pas, et cependant, le tumulte au dehors ne faisait que croître. La porte de communication finit par céder, mais avec un tel fracas que dans le couloir on dut l'entendre. Immédiatement, les coups devinrent un martèlement violent, tandis que des bruits de clés inquiétants résonnaient aux portes des chambres voisines. Me ruant dans celle que je venais d'ouvrir, je réussis à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne puisse l'ouvrir. Mais au même moment, j'entendis un passe-partout grincer à la porte extérieure de la troisième chambre, celle dont j'avais espéré emprunter la fenêtre pour atteindre le toit au-dessous. Je tombai un instant dans un complet désespoir, me voyant prisonnier dans une pièce dont aucune fenêtre ne m'offrait d'issue. Une vague d'horreur presque monstrueuse m'envahit, et prêta sous la lumière de ma lampe de poche
une terrible bien qu'inexplicable étrangeté aux traces de pas qu'avait laissées dans la poussière l'intrus qui, ici même, essayait tout à l'heure de pénétrer chez moi. Puis, poussé par un automatisme plus fort que le désespoir, je me dirigeais vers la porte de communication, prêt à l'enfoncer, et si je trouvais les fermetures intactes comme dans la seconde chambre, à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne l'ouvre de l'extérieur. Un vrai hasard providentiel me donna ma revanche, car devant moi, la porte n'était pas fermée à clé, mais était même entr'ouverte. À la seconde, je l'avais franchie et bloquais du genou droit et de l'épaule la porte du couloir qui visiblement commençait à s'ouvrir vers l'intérieur. Ma pression prit l'assaillant au dépourvu et le panneau se referma sous mon effort, si bien que je n'eus qu'à faire glisser le verrou comme je l'avais fait avec l'autre porte. Je reprenais souffle lorsque j'entendis faiblir les coups sur les deux portes extérieures, tandis qu'un vacarme confus venait de la porte de communication consolidée par mon lit. De toute évidence, mes agresseurs étaient entrés en masse dans la chambre du sud et se préparaient à une attaque de flanc. Au même instant, un passe-partout pénétrait dans la serrure de la chambre nord contiguë, et je compris qu'un danger plus immédiat me menaçait. La porte de communication vers le nord était grande ouverte, mais il n'était plus temps de défendre celle du couloir. Je dus me contenter de fermer et de verrouiller la porte restée ouverte et celle qui lui faisait vis-à-vis, poussant un lit contre l'une, une commode contre l'autre et une table de toilette devant l'entrée du couloir. Je ne pouvais me fier qu'à ces obstacles de fortune pour me protéger jusqu'à ce que je franchisse la fenêtre et gagne le toit du bâtiment de Payne Street. Mais même à ce moment critique, mon horreur ne venait pas de la faiblesse de mes moyens de défense. Je frissonnais parce qu'aucun de mes poursuivants, en dehors de quelques hideux halètements, grognements et de faibles aboiements de temps à autre, n'émettait un son vocal net ou intelligible. Tandis que je déplaçais les meubles et me ruais vers les fenêtres, j'entendis dans le couloir un bruit terrifiant. Des pas précipités en direction de la chambre au nord de la mienne, alors que les coups avaient cessé du côté sud. Manifestement, la plupart de mes adversaires allaient concentrer leurs forces contre la fragile porte de communication dont ils savaient qu'elle menait directement à moi. Dehors, la lune baignait le faîtage du bâtiment au-dessous, et je vis que le saut serait terriblement risqué à cause de la pente abrupte sur laquelle je devais atterrir. Dans ces conditions, je choisis pour m'échapper la plus au sud des deux fenêtres. Je prévoyais de retomber sur le versant intérieur du toit et de gagner la lucarne la plus proche. Une fois dans l'une des constructions de briques délabrées, je devais m'attendre à une poursuite. Mais j'espérais pouvoir descendre et m'esquiver en passant de l'une à l'autre des entrées béantes autour de la cour obscure, rejoindre enfin Washington Street et me glisser hors de la ville en direction du sud. Le tumulte devant la porte de communication nord était devenu terrifiant, et je vis que le mince panneau commençait à se fendre. Les assiégeants avaient sans doute apporté un objet pesant en guise de bélier. Néanmoins, le lit tenait bon, ce qui me laissait encore une faible chance de réussir mon évasion. En ouvrant la fenêtre, je remarquai qu'elle était flanquée d'un lourd rideau de velours, suspendu à une tringle par des anneaux de cuivre, et aussi qu'il y avait à l'extérieur de gros crochets pour attacher les volets. Voyant là un moyen d'éviter un saut dangereux, je tirai d'un coup sec et fis tomber à terre rideau, tringle et le reste. Puis j'accrochai vivement deux des anneaux au crochet du volet et jetai l'étoffe au-dessus. Les lourds plis tombaient largement jusqu'au toit, et je jugeais qu'anneaux et crochets pourraient supporter mon poids. Alors, enjambant la fenêtre et descendant le long de l'échelle de corde improvisée, je laissai à jamais derrière moi la bâtisse malsaine et grouillante d'horreur de l'hôtel Gilman. J'atterris sans dommage sur les ardoises disjointes du toit pentu, et réussis à gagner le trou noir de la lucarne sans glisser une seule fois. En levant les yeux vers la fenêtre que je venais de quitter, je vis qu'elle était toujours obscure. Mais plus loin au nord, entre les cheminées croulantes, je discernais des lumières de mauvais augure qui brillaient dans la salle de l'ordre de Dagon, l'église baptiste et celle des congrégationalistes que je me rappelais en frissonnant. Ne voyant personne en bas dans la cour, j'espérais avoir une chance de fuir avant le déclenchement d'une alerte générale. À la lueur de ma lampe électrique, je constatais à travers la lucarne qu'il n'y avait pas de marche pour descendre. La distance n'était pas grande toutefois, si bien que je grimpais sur le rebord et me laissais tomber. Je me retrouvais sur un plancher poussiéreux, encombré de caisses et de tonneaux vermoulus. L'endroit était lugubre, mais je ne me souciais plus de ce genre d'impression, et je gagnais aussitôt l'escalier révélé par ma lampe, après un bref coup d'œil à ma montre qui indiquait 2 heures du matin. Les marches grinçaient, mais paraissaient assez solides, et je les descendis 4 à 4, après un second étage qui avait l'air d'une grange, jusqu'au rez-de-chaussée. C'était le désert complet,
et seul l'écho répondit au bruit de mes pas. J'atteignis enfin le couloir inférieur, au bout duquel un rectangle faiblement éclairé indiquait l'entrée en ruine sur Payne Street. Me dirigeant dans le sens opposé, je trouvai la porte de derrière également ouverte, et, dégringolant 5 marches de pierre, je me retrouvai sur les pavés herbeux de la cour. Les rayons de la lune n'arrivaient pas jusque-là, mais j'y voyais juste assez pour me passer de ma lampe. Certaines fenêtres de l'hôtel Gilman étaient maigrement éclairées, et je crus entendre des bruits confus à l'intérieur. Avançant en silence du côté de Washington Street, je distinguai plusieurs entrées ouvertes et m'engageai dans la plus proche. Il faisait noir dans le corridor, et quand j'arrivai à l'autre bout, je m'aperçus que la porte de la rue était hermétiquement close. Résolu à essayer un autre bâtiment, je revins sur mes pas à tâtons vers la cour, mais je m'arrêtai net, tout près de l'entrée. Par une porte ouverte de l'hôtel de Gilman se déversait une énorme foule de silhouettes douteuses. Des lanternes dansaient dans les ténèbres, et d'horribles voix coassantes échangeaient des cris étouffés en un langage qui n'avait rien d'anglais. Ces formes se déplaçaient de manière hésitante, et je compris à mon grand soulagement qu'elles ignoraient où j'étais allé. Je n'en ressentis pas moins à leur vue un frisson d'horreur. Leurs traits étaient indiscernables, mais la démarche traînante, ramassée, était affreusement repoussante. Et pire que tout, je remarquai que l'une d'elles, vêtue d'une robe bizarre, portait à n'en pas douter une haute tiare dont le dessin ne m'était que trop familier. Tandis qu'elle se répandait dans la cour, je sentis redoubler mes craintes. Et si je ne trouvais aucune issue à ce bâtiment du côté de la rue? L'odeur de poisson était détestable, et je m'étonnais de pouvoir la supporter sans défaillir. Tâtonnant de nouveau vers la rue, j'ouvris une porte dans le couloir, et me trouvai dans une pièce vide aux volets clos, mais sans châssis de fenêtre. Guidé par les rayons de ma lampe, je réussis à ouvrir ces volets. En un instant, je sautai dehors et je refermai soigneusement l'ouverture comme je l'avais trouvée. J'étais maintenant dans Washington Street, et je ne vis d'abord âme qui vive ni d'autre clarté que celle de la lune. Pourtant, j'entendais au loin, venant de plusieurs directions, le son de voix rauques, de pas, et une curieuse espèce de trottinement très distinct des bruits de pas. Manifestement, je n'avais pas de temps à perdre. Mon orientation était claire, et je me réjouis de voir éteints tous les réverbères, comme c'est souvent l'usage les nuits de pleine lune dans les régions rurales défavorisées. Certains des bruits provenaient du sud, et pourtant je persistais à vouloir fuir dans cette direction. Il y aurait sûrement quantité d'entrées désertes pour m'abriter si je rencontrais une personne ou un groupe aux allures de poursuivants. Je marchais vite, en silence, près des maisons en ruine. Bien que sans chapeau et décoiffé après ma descente laborieuse, je ne paraissais pas spécialement remarquable, et je pouvais passer inaperçu s'il me fallait par hasard croiser quelqu'un. À la hauteur de Bates Street, je m'enfonçais dans un vestibule béant, tandis que 2 silhouettes au pas traînant traversaient la rue devant moi. Mais je me remis bientôt en route vers le grand carrefour, où Elliott Street coupe obliquement Washington Street à son intersection avec South Street. Sans avoir jamais vu cet endroit, je l'avais jugé dangereux sur la carte du garçon épicier. Et la lune devait y donner en plein. Il était impossible de l'éviter, car tout autre itinéraire impliquait des détours, donc d'autres risques de découverte et une perte de temps. Il ne me restait qu'à le traverser hardiment et sans me cacher, en imitant de mon mieux le pas traînant caractéristique des gens d'Innsmouth, et avec l'espoir de ne rencontrer personne, du moins aucun de mes poursuivants. Dans quelle mesure la poursuite était-elle organisée, et en fait, quel était exactement son but? Je n'en avais aucune idée. Il semblait régner en ville une activité inaccoutumée, mais je pensais que la nouvelle de ma fuite du Gilman ne s'était pas encore répandue. Naturellement, il me faudrait bientôt quitter Washington Street pour quelque autre rue en direction du sud, car cette bande de l'hôtel ne manquerait pas de se lancer à mes trousses. Je devais avoir laissé des traces dans la poussière du dernier vieux bâtiment, révélant ainsi comment j'avais gagné la rue. Le carrefour était, et je l'avais prévu, inondé de clarté lunaire. Je vis en son centre les restes d'une pelouse entourée d'une grille de fer. Heureusement, il n'y avait personne alentour, mais un étrange grondement ou bourdonnement s'amplifiait du côté de la Grand-Place. South Street, très large et légèrement en pente, descendait directement jusqu'au quai et offrait une vue dégagée sur la mer. Et j'espérais que personne ne regarderait de là-bas, tandis que je traverserais sous la lune. J'avançais sans encombre, et aucun nouveau bruit ne me fit supposer qu'on m'avait observé. Jetant un coup d'œil autour de moi, je ralentis involontairement un instant pour admirer au bout de la rue la mer somptueuse dans tout l'éclat du clair de la lune.
Au-delà de la digue, j'aperçus le vague profil noir du récif du diable, et je ne pus m'empêcher de penser à toutes les hideuses légendes que j'avais entendues pendant les dernières 34 heures, et qui représentaient ce roc déchiqueté comme une vraie porte vers des mondes d'une horreur insondable et d'une inimaginable monstruosité. Alors, sans avertissement, se produisit une série d'éclairs sur le lointain récif, précis et indiscutables. Ils éveillèrent dans mon esprit une terreur tout à fait irrationnelle. Mes muscles se tendirent en un réflexe de fuite, que ne retinrent qu'une sorte de prudence inconsciente et une fascination quasi hypnotique. Et pour empirer les choses, jaillissait maintenant, du haut du belvédère de l'hôtel Gilman, qui s'élevait derrière moi, au nord-est, une suite de lueurs analogues, mais différemment espacées, qui ne pouvaient être qu'une réponse au premier signal. Maîtrisant mes muscles et me rendant compte à nouveau à quel point j'étais en vue, je repris mon allure vive tout en feignant de traîner les pieds, et je ne cessais de surveiller l'infernal et menaçant récif tant que South Street m'ouvrait sa perspective sur la mer. Je ne savais que penser de ce que j'avais vu, à moins qu'il ne s'agît d'un rite étrange lié au récif du diable, ou de quelques groupes débarqués d'un bateau sur ce sinistre roc. J'obliquais vers la gauche en contournant l'ancienne pelouse, sans quitter des yeux l'océan qui resplendissait sous la lumière spectrale de la lune d'été, ni le mystérieux spectacle de ces signaux inconnus et inexplicables. C'est alors que j'éprouvais l'impression la plus horrible de tout ce que j'avais ressenti, celle qui anéantit mon dernier vestige de sang-froid et me lança frénétiquement vers le sud, le long des noires entrées béantes et des fenêtres au regard fixe de poissons, en cette rue déserte de cauchemars. Car, à mieux regarder, je m'aperçus que les eaux éclairées par la lune entre le récif et le rivage étaient loin d'être vides. Elles fourmillaient d'une horde grouillante de formes qui y nageaient en direction de la ville. Même à cette distance et en un seul regard, j'avais compris que les têtes qui dansaient sur l'eau et les bras qui battaient l'air étaient étrangers et anormaux, au point qu'on pouvait à peine le dire ou le formuler consciemment. Ma course folle ne me mena pas même au bout du pâté de maison, car j'entendis à ma gauche quelque chose comme la clameur d'une poursuite organisée. Des bruits de pas, des sons gutturaux et un ronflement de moteur suivant Federal Street vers le sud. En une seconde, tous mes projets furent entièrement renversés. Si la route du sud était bloquée devant moi, il fallait immédiatement sortir d'Innsmouth par un autre chemin. Je m'arrêtai et me réfugiai dans une entrée ouverte, me félicitant d'avoir franchi le carrefour éclairé par la lune avant que ses poursuivants n'aient descendu la rue parallèle. Ma seconde réflexion fut moins rassurante. Puisqu'il prenait une autre rue, il était clair qu'il ne suivait pas directement mes traces. Il ne m'avait pas vu, mais obéissait à un plan général conçu pour empêcher ma fuite, ce qui signifiait que toutes les routes partant d'Innsmouth étaient également surveillées, car les habitants n'avaient pu savoir quelle voie je comptais emprunter. Dans ce cas, il me faudrait battre en retraite à travers la campagne en évitant toutes les routes. Mais comment faire dans cette région entièrement marécageuse et sillonnée de cours d'eau ? J'eus un moment de vertige, à la fois de désespoir et à cause d'une brusque recrudescence de l'inévitable odeur de poisson. Puis, je pensais à la ligne de chemin de fer abandonnée pour Rowley, dont la solide voie de terre empierrée et envahie d'herbe s'étendait encore au nord-est à partir de la gare en ruine, au bord de la gorge où coulait la rivière. Il restait une chance pour que les gens de la ville n'y aient pas songé. Son état d'abandon, les ronces qui l'obstruaient la rendant presque impraticable, c'était bien le chemin le moins engageant que put choisir un fugitif. Je l'avais vu distinctement de ma fenêtre à l'hôtel, et je savais où la trouver. Le début de son parcours était malheureusement visible en grande partie depuis la route de Rowley et des sommets de la ville elle-même, mais on pouvait peut-être passer inaperçu en rampant à travers les broussailles. De toute façon, c'était ma seule chance de salut, et je n'avais pas d'autre choix que de l'essayer. M'enfonçant dans le couloir de mon refuge désert, je consultai une fois de plus la carte du garçon épicier à la lueur de ma lampe électrique. Le problème immédiat était de rejoindre l'ancienne voie ferrée, et je vis alors que le plus sûr était d'aller tout droit jusqu'à Babson Street, puis à l'ouest vers Lafayette Street, en contournant sans la traverser un espace découvert comme celui que j'avais franchi, et de repartir vers le nord et l'ouest en zigzagant par les rues Lafayette, Bates, Adam et Bank. Cette dernière longeait la gorge de la rivière pour arriver à la gare abandonnée et croulante que j'avais vue de ma fenêtre. Si j'avais choisi Babson Street, c'est que je ne voulais ni retraverser le premier espace découvert, ni recommencer mon itinéraire vers l'ouest par un croisement aussi large que celui de South Street.
Repartant de nouveau, je gagnai le trottoir de droite pour me glisser dans Babson Street le plus discrètement possible. Le bruit persistait dans Federal Street, et jetant un coup d'œil derrière moi, je crus voir une lumière près du bâtiment par lequel je m'étais enfui. Impatient de quitter Washington Street, je me mis à trotter, espérant que personne ne m'observait. Presque au coin de Babson Street, je remarquai avec inquiétude qu'une des maisons était habitée, comme en témoignaient les rideaux à la fenêtre, mais il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, et je la dépassai sans catastrophe. Dans Babson Street, qui coupait Federal Street et pouvait donc me révéler aux patrouilleurs, je rasai les murs des immeubles inégaux et affaissés, m'arrêtant 2 fois dans une entrée, car la rumeur derrière moi s'amplifiait par moments. Devant, l'espace découvert brillait sous la lune, vaste et désert. Mais mon itinéraire ne m'obligeait pas à l'affronter. Lors de ma seconde pause, je discernai une nouvelle répartition des bruits confus. Ayant risqué un regard prudent hors de mon abri, je vis une automobile franchir le carrefour à toute vitesse et remonter Elliott Street, qui à cet endroit coupe à la fois les rues Babson et Lafayette. Pendant que je guettais, suffoqué par une nouvelle vague de l'odeur de poisson, après une courte accalmie, j'aperçus une troupe de formes grossières et ramassées qui allait dans la même direction à pas traînants ou bondissant. Je compris qu'elle devait être chargée de surveiller la route d'Ipswich, qui est un prolongement d'Elliott Street. 2 de ces silhouettes portaient des robes volumineuses, et l'une d'elles un diadème pointu qui miroitait, blanc, sous la lune. Sa démarche était si bizarre qu'elle me donna le frisson, car il me sembla qu'elle sautillait. Je repris ma route dès que la dernière silhouette fut hors de vue, me précipitai pour tourner au coin dans Lafayette Street et traverser Elliott Street en toute hâte, de peur d'y retrouver encore des traînards du groupe. J'entendis un vacarme et des coassements au loin, du côté de la Grand Place. Mais je passai sans encombre. Je redoutais plus que tout de traverser la large South Street, toute baignée de lune, avec sa perspective sur la mer, et je dus m'armer de courage pour revenir à bout. Quelqu'un pouvait fort bien m'observer, et s'il restait des attardés dans Elliott Street, il ne manquerait pas de m'apercevoir d'un côté ou de l'autre. Au dernier moment, je jugeais qu'il valait mieux ralentir ma course et franchir l'obstacle, comme auparavant, de la démarche traînante d'une bonne partie des indigènes d'Innsmouth. Lorsque la mer apparut de nouveau, à ma droite cette fois, j'étais à peu près décidé à ne pas la regarder du tout. Mais je ne pus résister. Je jetai un coup d'œil de côté en avançant de mon pas emprunté vers les ombres protectrices. Pas de navire en vue, comme je m'y attendais plus ou moins. La première chose qui me sauta aux yeux fit un petit canot qui se dirigeait vers les quais abandonnés, chargé d'un objet volumineux recouvert d'une bâche. Ainsi entrevu, même de loin, ces rameurs semblaient particulièrement repoussants. Il y avait encore plusieurs nageurs, et sur le lointain récif noir, une faible lueur immobile, différente du signal clignotant vu précédemment, et d'une couleur singulière que je ne pouvais identifier. Devant moi, à droite, au-dessus des toits en pente, se dessinait le haut belvédère de l'hôtel Gilman, mais il était complètement sombre. L'odeur de poisson, dissipée un moment par une brise bienfaisante, revenait maintenant avec une insupportable virulence. Je n'avais pas atteint l'autre côté de la rue quand j'entendis, venant du nord, une bande qui descendait Washington Street en grondant. Comme ils atteignaient le large carrefour où m'avait saisi la première fois le spectacle de la mer sous la lune, je les vis distinctement à quelques maisons de distance, et je fus horrifié des déformations bestiales de leurs visages et de leur allure ramassée de sous-humanité canine. Un homme marchait absolument comme un singe, ses longs bras touchant fréquemment le sol, tandis qu'un autre, en robe et tiare, avait l'air d'avancer à cloche-pied. C'était bien, pensai-je, ce que j'avais vu dans la cour du Gilman, et qui par conséquent devait suivre ma piste de plus près. Voyant certaines silhouettes se retourner pour regarder dans ma direction, je fus pétrifié de terreur, et je réussis pourtant à garder avec naturel le pas traînant que j'avais adopté. Aujourd'hui encore, j'ignore s'ils me virent ou non. Si oui, mon stratagème dut les tromper, car ils traversèrent le carrefour baigné de lune sans infléchir leur parcours, toujours coassant et jacassant dans un détestable jargon guttural qui ne me rappelait rien de connu. Revenu dans l'ombre, je repris mon petit trot paisible le long des maisons penchées et décrépies qui ouvraient sur la nuit leurs yeux vides. Ayant gagné le trottoir ouest, je pris au premier tournant Bates Street, où je serrais de près les bâtiments du côté sud. Je dépassai 2 maisons qui paraissaient habitées, l'une faiblement éclairée à l'étage supérieur, mais je ne rencontrai pas d'obstacle.
Arrivé dans Adam Street, je me sentis beaucoup plus en sécurité. Et ce fut un choc quand un homme sortit en titubant d'une entrée obscure, juste en face de moi. Heureusement, il était beaucoup trop ivre que pour être une menace. Je parvins donc sain et sauf aux lugubres ruines des entrepôts de Bank Street. Rien ne bougeait dans cette rue morte près de la gorge de la rivière, et le grondement des chutes couvrait le bruit de mes pas. Il y avait encore une trotte jusqu'à l'ancienne gare, et les grands murs de briques des entrepôts autour de moi semblaient, je ne sais pourquoi, plus effrayants que les façades des maisons privées. Je vis enfin le vieux bâtiment à arcades, ou ce qui en restait, et me dirigeai aussitôt vers les rails qui partaient de l'autre extrémité de la gare. Il était intact sous la rouille, et la moitié à peine des traverses avait pourri. Il était très difficile de marcher ou de courir sur une surface pareille, mais je fis de mon mieux, et parvins dans l'ensemble à une allure convenable. Sur une certaine distance, la ligne longeait le bord de la gorge, puis je finis par atteindre le long pont couvert, où elle franchissait l'abîme à une hauteur vertigineuse. L'état de ce pont déterminait mon étape suivante. Si c'était humainement possible, je l'utiliserais. Sinon, je risquerais d'errer encore dans les rues à la recherche de la plus proche passerelle praticable. La grande étendue du vieux pont, qui rappelait une grange, baignait dans le clair de lune spectrale, et je vis que les traverses étaient saines à l'intérieur, au moins sur quelques pieds. Y pénétrant, j'allumai ma lampe électrique, et je faillis être renversé par une nuée de chauves-souris qui me dépassèrent en battant des ailes. Arrivé à mi-chemin, je craignais d'être arrêté par une brèche dangereuse. Mais finalement, je risquai un saut désespéré, qui heureusement réussit. Je fus heureux de revoir la lune en sortant du sinistre tunnel. La vieille ligne traversait River Street au niveau du sol, puis tournait dans une région de plus en plus rurale où l'abominable odeur de poisson d'Innsmouth se faisait de moins en moins sentir. Là, l'épaisseur des mauvaises herbes et des ronces me retarda et déchira cruellement mes vêtements. Mais je ne m'en plaignis pas, car elle m'assurerait une protection en cas de danger. Je savais que la plus grande partie de mon parcours était visible depuis la route de Rowley. Vinrent très vite les terres marécageuses, où passait l'unique voie sur un remblai herbeux aux plantes folles plus clairsemées. Puis une sorte d'île plus élevée, que la ligne franchissait dans une tranchée peu profonde, obstruée de ronces et de buissons. Je fus heureux de cet abri momentané, sachant la route de Rowley terriblement proche, comme je l'avais vue de ma fenêtre. Au bout de la tranchée, elle coupait la voie pour s'en éloigner à bonne distance. En attendant, il me fallait être extrêmement prudent. J'avais acquis maintenant l'heureuse certitude que la voie elle-même n'était pas surveillée. Avant d'aborder la tranchée, je jetai un coup d'œil derrière moi et n'aperçus aucun poursuivant. Les vieux clochers et les toits de la croulante Innsmouth luisaient, éthérés et pleins de charme sous la lune jaune magicienne. Et je songeais à ce qu'ils avaient dû être, autrefois, avant d'être gagnés par les ténèbres. Puis, comme mon regard s'écartait de la ville vers l'intérieur des terres, un spectacle moins paisible attira mon attention et me tint immobile un instant. Ce que je vis, ou crus voir, c'était l'inquiétante impression d'un mouvement sinueux, loin, vers le sud, qui me donna à penser qu'une immense troupe pouvait se déverser hors de la cité, sur la route d'Ipswich. La distance était grande, et je ne distinguais aucun détail, mais cette colonne mouvante me fit horreur. Elle serpentait trop, et brillait d'un éclat trop vif sous les rayons de la lune qui maintenant déclinait à l'ouest. On devinait un bruit, aussi, bien que le vent soufflât en sens contraire, comme un grattement bestial et un mugissement pire que le grognement des hordes que j'avais surprises récemment. Toutes sortes d'hypothèses déplaisantes me traversèrent l'esprit. Je pensais à ces cas extrêmes d'Innsmouth qu'on cachait, disait-on, dans les vieilles tanières croulantes proches du port. Je songeais encore aux nageurs innommables que j'avais entrevus, si je comptais les groupes aperçus jusqu'ici, et ceux qui surveillaient sans doute les autres routes. Mes poursuivants étaient singulièrement nombreux pour une ville aussi dépeuplée qu'Innsmouth. D'où pouvait venir l'effectif considérable de cette colonne lointaine? Ces antiques labyrinthes non explorés fourmillaient-ils d'une vie monstrueuse, non répertoriée, insoupçonnée? Ou quelque navire invisible avait-il réellement débarqué une légion d'étrangers inconnus sur ce récif infernal? Qui était-il? Pourquoi était-il là? Si une troupe pareille gardait la route d'Ipswich, les patrouilles sur les autres routes avaient-elles aussi été renforcées? Je m'étais engagé dans la tranchée broussailleuse et je me frayais lentement un chemin lorsque cette maudite odeur de poisson
s'imposa de nouveau. Le vent avait-il brusquement tourné à l'est et soufflait-il de la mer en passant sur la ville? Sans doute, puisque je commençais à entendre d'affreux murmures gutturaux venant de ce côté, jusqu'alors silencieux. Un autre son aussi, une espèce d'énorme sautillement ou trottinement mou qui me rappelait les plus détestables images, me fit penser contre toute logique à cette colonne odieusement ondulante, là-bas, sur la route d'Ipswich. Alors, la puanteur et les bruits grandirent ensemble, au point que je m'arrêtai en tremblant, me félicitant de la protection de la tranchée. C'était là, en effet, que la route de Rowley passait au plus près de la vieille voie, avant de la traverser et de s'éloigner vers l'ouest. Quelque chose approchait sur cette route, et il me fallait faire le mort jusqu'à ce que cela passe et disparaisse au loin. Dieu merci, ces créatures n'employaient pas de chiens pour la traque. Peut-être aurait-elle été impossible, avec l'odeur de poisson qui régnait dans les parages. Blotti dans les buissons de la brèche sablonneuse, je me sentais à peu près en sécurité, tout en sachant que les patrouilleurs allaient traverser la voie à 100 yards à peine devant moi. Je pourrais les voir, mais eux, à moins d'un miracle diabolique, ne soupçonneraient pas ma présence. Brusquement, je fus pris de crainte à l'idée de les regarder passer. Devant ce lieu tout proche, éclairé par la lune où ils allaient déferler, il me vint l'idée singulière qu'ils seraient irrémédiablement pollués. Ce seraient peut-être les pires de tous les anormaux d'Innsmouth, qui auraient envie de se rappeler une chose pareille. La puanteur devenait atroce, et les bruits s'enflaient en un vacarme bestial de coassements, d'aboiements et de hurlements, sans le moindre rapport avec la parole humaine. Était-ce vraiment la voix de mes persécuteurs? Avaient-ils des chiens, après tout? Pourtant, je n'avais vu à Innsmouth aucun de ces animaux inférieurs. Ces sauts mous ou ces tapotements étaient monstrueux. Je ne supportais pas la vue des créatures dégénérées qui les produisaient. Je garderais les yeux fermés tant qu'elles n'auraient pas disparu vers l'ouest. La horde était tout près maintenant. Elle infectait l'air de ses rauques grognements. Le sol tremblait presque au rythme étranger de sa marche. J'en perdais le souffle, et je fis appel à toutes les ressources de ma volonté pour tenir mes paupières baissées. Aujourd'hui encore, je ne saurais dire si ce qui suivit fut une hideuse réalité ou une hallucination de cauchemar. L'action du gouvernement, à la suite de mes appels frénétiques, tendrait à confirmer la monstrueuse vérité. Mais une hallucination n'a-t-elle pu se répéter sous l'influence quasi hypnotique de cette vieille ville hantée et maudite? De tels lieux ont d'étranges vertus, et l'héritage de légendes démentes pourrait bien avoir affecté plus d'une imagination humaine parmi ces rues mortes et empestées, ces rangs serrés de toits pourrissants et de clochers croulants. N'est-il pas possible que le germe d'une véritable folie contagieuse se cache dans les profondeurs de cette ombre qui plane sur Innsmouth? Qui peut être sûr de la réalité après avoir entendu des histoires comme celle du vieux Zadok Allen? Les envoyés du gouvernement n'ont jamais retrouvé le pauvre Zadok et n'ont aucune idée de ce qu'il a bien pu devenir. Où finit la folie? Où commence la réalité? Ma toute dernière crainte elle-même ne serait-elle qu'une illusion? Mais il faut que j'essaye de raconter ce que j'ai cru voir cette nuit-là, sous l'ironique lune jaune. Ce que je vis déferler en sautillant sur la route de Rowley, en plein devant moi, tandis que je me blottissais dans les ronces sauvages de cette tranchée de chemin de fer abandonnée. Naturellement, ma résolution de garder les yeux fermés avait échoué. C'était à prévoir. Qui aurait pu se tapir en aveugle pendant qu'une légion de monstres aboyants et coassants venus d'on ne sait où clopinait ignoblement à 100 yards plus loin? Je me croyais prêt au pire, et j'aurais dû l'être, étant donné tout ce que j'avais déjà vu. Mes autres poursuivants abominablement déformés ne devaient-ils pas me préparer à affronter un redoublement de monstruosité, à considérer des formes qui n'auraient plus rien de normal? Je n'ouvris les yeux que lorsque la rauque clameur éclata manifestement juste en face de moi. Je compris alors qu'une partie importante de la troupe se trouvait bien en vue, là où les flancs de la tranchée s'abaissaient pour laisser la route traverser la voie, et je ne pus m'empêcher plus longtemps de découvrir quelle horreur avait à m'offrir cette lune jaune et provocante. Ce fut la fin, pour tout ce qui me reste à vivre sur cette terre, de toute paix, de toute confiance en l'intégrité de la nature et de l'esprit humain. Rien de ce que j'avais pu imaginer. Même en ajoutant foi mot pour mot
au récit dément du vieux Zadok, n'était en aucune façon comparable à la réalité démoniaque, impie, que je vis ou que je crus voir. J'ai tenté de suggérer ce qu'elle était pour différer l'horreur, de l'écrire sans détour. Se peut-il que cette planète ait vraiment engendré semblable créature? Que des yeux humains aient vu en chair et en os ce que l'homme n'a connu jusqu'ici que dans les fantasmes de la fièvre et des légendes sans consistance? Pourtant, je les vis en un flot ininterrompu, clopinant, sautillant, coassant, chevrotant, houle inhumaine sous le clair de lune spectrale, malfaisante, sarabande d'un fantastique cauchemar. Certains étaient coiffés de hautes tiares faites de cette espèce d'or blanchâtre inconnu, d'autres vêtus d'étranges robes, et l'un, qui ouvrait la marche, portait une veste noire épouvantablement bossue, un pantalon rayé et un feutre perché sur la chose informe qui lui servait de tête. Je crois que leur couleur dominante était un vert grisâtre, mais ils avaient le ventre blanc. Ils semblaient en général luisants et lisses, à part une échine écailleuse. Leur forme rappelait l'anthropoïde, avec une tête de poisson, aux yeux prodigieusement saillants qui ne se fermaient jamais. De chaque côté du cou palpitaient des ouïes, et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur 2 pattes, tantôt sur 4. Je fus plutôt soulagé qu'ils n'aient pas plus de 4 membres. Leur voix, qui tenait du coassement et de la boie, et qui servait évidemment de langage articulé, prenait toutes les sombres nuances de l'expression dont leur face immobile était privée. À part leur monstruosité, ils ne m'étaient pas inconnus. Je ne le savais que trop. Le souvenir de la funeste tiare de Newburyport n'était-il pas encore présent? C'étaient là, les maudits poissons grenouilles du motif indescriptible. Horribles et bien vivants. Et les voyant, je comprenais aussi ce que m'avait rappelé si effroyablement le prêtre voûté avec sa tiare dans la sombre crypte de l'église. Combien étaient-ils? Il me semblait qu'il y en avait des nuées. Encore, mon coup d'œil rapide n'avait-il pu m'en montrer qu'une toute petite partie. Un instant plus tard, tout s'effaçait dans un miséricordieux évanouissement. Le premier de ma vie. Et c'est donc la fin de ce 4e chapitre, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Là-dessus, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à la prochaine.